01. 2026, nous sommes dans la 4e année, au jour 325 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Rapport quotidien. Aujourd'hui, de nouvelles livraisons d'armes occidentales et des décisions industrielles soutiennent l'Ukraine. La réalité russe reste contradictoire. Entre l'amélioration de l'équipement et le manque extrême de personnel, ainsi que les risques stratégiques et sécuritaires croissants dus au comportement de la Russie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et bien d'autres choses encore, nous allons aujourd'hui nous pencher sur les changements territoriaux. J'ai passé beaucoup de temps à l'université, donc je n'ai consacré que 3 heures au rapport et je n'ai pas encore vérifié toutes les géolocalisations. Pour que je puisse, comme toujours, vous présenter la situation en toute conscience. Vous le savez, je mise beaucoup sur la qualité ici. Je vérifie aussi moi-même certaines géolocalisations, au lieu de simplement les reprendre et les publier telles quelles, comme le font d'autres. Et cela prend tout simplement du temps. Comme je l'ai dit, un rapport me prend maintenant plus de temps. Au début, je mettais 2 à 3 heures par rapport, maintenant j'en suis à presque 5, en plus du travail et des études. Parfois, ça va trop loin, comme aujourd'hui, donc je dois parfois délaisser la partie la plus longue, les géolocalisations. Mais il reste beaucoup d'infos intéressantes. Rheinmetall, groupe d'armement de Düsseldorf, va fabriquer et livrer un premier lot de véhicules de combat, Lynx Kf-41 à l'Ukraine. Le contrat pour 5 véhicules de combat a été signé en décembre 2025 avec une livraison prévue dès début 2016. Le contrat, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, sera financé par le gouvernement allemand pour soutenir militairement l'Ukraine. La décision en faveur du Lynx a été prise après des tests approfondis du système. Cela signifie qu'il avait également des concurrents contre lesquels il devait se mesurer. S'il a été choisi, c'est qu'il a déjà convaincu sur le papier ou lors des premières démonstrations. Nous verrons comment ils agiront sur le terrain. Les véhicules seront équipés de la tourelle biplace. J'ai déjà abordé ce sujet dans ma vidéo sur le Boxer. Ils devront ensuite être adaptés aux exigences ukrainiennes. À terme, d'autres lots seront acquis, incluant une production propre en Ukraine. Donc c'est très intéressant de voir comment cela va évoluer, car cela renforce la position de Rheinmetall en tant que fournisseur de véhicules de combat modernes sur le plan de la politique industrielle. D'un point de vue militaire, les opérations en Ukraine fournissent en effet des données de combat réelles, qui sont d'une valeur extrêmement élevée pour le développement et l'adaptation de nos propres systèmes. Nous pouvons en quelque sorte tester nos systèmes allemands en Ukraine dans des conditions réelles, sans courir le risque de perdre nos propres hommes. Grâce à ces connaissances et aux données recueillies, on peut continuer à améliorer les systèmes ici et les adapter à une telle guerre grâce au retour d'expérience. Mais ce n'est pas tout. Le Japon a aussi livré à l'Ukraine quelques véhicules militaires tout-terrain. Il s'agit du Toyota High Mobility Vehicle, donc en quelque sorte un High Mobility Vehicle similaire aux Humvees américains, ils sont donc très comparables. Livraison confirmée par l'ambassade du Japon à Kiev, selon les infos du 14. En janvier, le ministère japonais de la Défense et les forces d'autodéfense ont livré 30 véhicules au total. La dernière livraison de 14 véhicules est déjà arrivée en Pologne il y a quelques jours, concluant ainsi le transfert. 2 conteneurs de matériel médical ont aussi été remis. On voit une vidéo rare d'un char russe entièrement camouflé en blanc pour l'hiver. Ce type de camouflage a été très rarement observé dans cette guerre jusqu'à présent. Même pendant les premières années du conflit, alors que beaucoup de choses étaient encore disponibles, on ne l'a presque pas vu. Je ne voulais bien sûr pas vous en priver. Ci-dessous, c'est un char T-80, l'un des plus modernes utilisés par la Russie dans cette guerre. Le T-90 est encore plus récent, puis il n'y a plus de modèle. Le T-14 Armata n'est pas présent en Ukraine occupée. Il a fallu 7 drones à l'Ukraine pour cela, un au niveau du conducteur, et lorsque celui-ci a voulu s'échapper, 6 autres sur le moteur et sur le blindage environnant pour neutraliser le char. On constate une évolution similaire chez les fantassins, avec davantage de camouflage d'hiver. Cela paraît normal pour beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Nous voyons ici une évolution plutôt positive dans l'approvisionnement en matériel de l'armée russe. À l'époque, il y a presque 2 ans, nous avons vu des vidéos où des recrues recevaient des bottes de taille différentes de la part de sous-officiers du matériel ivre, ainsi que divers équipements qui n'allaient vraiment pas ensemble. Cela date seulement de 2 ans. Parallèlement, des soldats russes disent avoir repris le combat malgré de graves blessures. Selon eux, des hommes aux membres inutilisables sont envoyés au front en fauteuil roulant. Ceux de la vidéo viennent aussi d'être équipés. Dans des plaintes internes, les personnes concernées affirment être considérées comme un fardeau,
pour être éliminés par le ministère de la Défense et leur commandement. Ces rapports sont importants car ils mettent en avant la forte usure des forces armées russes. Comme ces vidéos ont beaucoup diminué récemment, je pensais que ce n'était plus courant. La période de pointe de telles vidéos avec la même plainte a eu lieu entre la bataille de Vovchansk et les premiers combats près de Pokrovsk. Nous avons vu de nombreuses vidéos de personnes se battant avec des béquilles, et même une d'un homme en fauteuil roulant. Il paraît que c'est toujours le soldat en fauteuil roulant, qui dit venir de la 59e. Il vient du régiment de chars. J'ai vérifié rapidement sur ma carte, et cela devrait se trouver ici, à la frontière entre Kharkiv et Donetsk. C'est aussi une partie de la 144e division de fusiliers motorisés qui tient ce secteur ici. Donc en tout cas sur un secteur de front assez actif, mais qui ne fait pas partie des plus intenses et des plus combattus actuellement. Restons sur les soldats. L'analyse des entretiens avec des prisonniers russes révèle la composition des troupes engagées. 76 personnes interrogées ont déclaré s'être portées volontaires pour l'Ukraine, comme nous l'attendions. Les lourdes pertes russes au début rendaient inévitable la perte d'une grande partie de leurs soldats professionnels et sous contrat. Ensuite, 350 000 personnes ont été partiellement mobilisées, les autres sont des volontaires cherchant la prime maximale. Cela ne signifie pas que tous les soldats sous contrat ou professionnels sont tombés. Certaines unités, dont la 155e brigade d'infanterie de marine, ont été durement touchées. On se rappelle des attaques à travers un champ de mines actif. On estime qu'environ 2 à 3% de la brigade étaient là au début de l'invasion. Le reste sont de nouveaux soldats. Ils ont aussi été envoyés dans des attaques très stupides et meurtrières. C'est le plus grand exemple négatif. D'autres unités n'ont pas été touchées aussi durement. Elles préservent justement l'ancien personnel et sacrifient à la place tous les nouveaux recrues. Et cela n'existe pas seulement chez les Russes, cela s'est aussi produit chez les Ukrainiens. Je me souviens d'une plainte, mais je ne l'ai plus en tête pour le moment. Laquelle était-ce donc ? C'était une unité composée de personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine, qui a aussi envoyé prioritairement les nouveaux recrues au combat pour que les anciens de l'unité principale n'aient pas à se battre. C'était presque une société à 2 classes internes, on peut le dire ainsi. Près de 40 déclarent un passé criminel et environ 7 ne sont pas citoyens russes. L'importance de ce chiffre réside surtout dans le fait qu'il relativise le récit public russe. Le volontariat promu par la Russie paraît souvent lié à la pression économique, à l'absence de perspectives ou à des alternatives à la détention. La forte présence de personnes au casier judiciaire montre que la guerre sert à mobiliser les groupes marginaux et à limiter les pertes politiques. Nous l'avons déjà vu au cours des dernières années de guerre. Cela a surtout été très marqué avec le groupe Wagner. La présence de combattants étrangers indique que la Russie fait toujours appel à des recrutements non réguliers pour pallier le manque de personnel au front. Peu importe les raisons, si le Kremlin mobilise assez de monde, la guerre continuera. Le Kremlin semble mobiliser assez de monde pour éviter d'être repoussé significativement sur la carte. Selon Bloomberg, les officiels vénézuéliens se sentent trahis par leur partenariat sécuritaire avec la Russie et Cuba. Après que les États-Unis ont lancé une opération militaire contre Maduro et l'ont capturé. La direction vénézuélienne espérait un soutien pratique de Moscou en protection et assistance technique, sans l'obtenir. Une situation similaire s'est produite en Syrie. Les S-300 et Buk-2 russes n'auraient pas été efficaces sans soutien technique adéquat. Et il y aurait également eu d'importantes défaillances dans la cybersécurité qui ont notamment contribué à des coupures de courant à Caracas. Et cela a fortement sapé la confiance dans l'alliance avec la Russie et Cuba. Successeur de Maduro, Delcy Rodriguez doit, selon Bloomberg, renforcer la coopération avec Washington, les anciens partenaires n'ayant pas réellement aidé. En Russie, les relations actuelles avec les États-Unis comptent plus qu'à Caracas. Et à Moscou, la capture de Maduro serait considérée comme désagréable, mais pas comme une catastrophe. Du matériel militaire russe a encore été trouvé à la centrale nucléaire de Zaporijia. Des images aériennes révèlent que les troupes russes utilisent la centrale pour stocker et rassembler des véhicules blindés et de transport. Dans cette vidéo, les emplacements des véhicules sont brièvement présentés à la fin pour montrer où ils se trouvent exactement sur le site. Cela accroît fortement le risque pour l'installation et la population, l'usine servant de bouclier. On peut maintenant stocker tout ce qui est important militairement ici ou se réunir facilement. On pourrait y installer un poste de commandement sans craindre d'attaque, ce qu'ils ont sans doute déjà fait.
De cette façon, la centrale électrique est délibérément utilisée pour assurer une présence militaire avec des conséquences potentiellement graves pour la sécurité nucléaire. Et comme toujours, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez, à bientôt pour le prochain rapport. Sous-titrage de la ZDF 2020.